petits loups, c'est Packboy pour un nouveau C'est Manga Méconnu sur les achats que j'ai fait donc au mois d'août. Alors il y a beaucoup parce que justement j'ai dû rattraper tout ce que je n'ai pas acheté au Japan Expo et comme vous pouvez le savoir, tous les éditeurs français sortent énormément de nouveautés ou de nouveaux tomes au mois de juillet justement pour correspondre au Japan Expo et avoir des exclusivités à vendre là-bas. Sachant que je me suis aussi fait plaisir, j'ai acheté quelques petits romans et tout, donc pour mon futur voyage, je vais les lire là-bas. Il y a pas mal à lire avec des petits livres. D'ailleurs, j'aimerais vous faire un petit peu de pub sur Komiku Édition. Le Komiku Édition, c'est un éditeur de manga, bon, depuis peu, hein, avant c'était donc aussi, et c'est toujours, un magasin de manga et de lecture japonaise. Et c'est là où j'achète la plupart du temps tous mes livres, quand je veux des guides japonais, quand je veux des fictions, quand je veux des livres qui parlent sur le Japon, tout simplement pour apprendre de cette culture, j'achète uniquement là-bas, déjà parce que les vendeurs et les vendeuses sont super sympas, on apprend énormément de choses, donc j'adore discuter avec eux. Personnellement, je trouve que c'est un de mes coups de cœur avec Manga Toys, justement parce que il y a un véritable contact humain. Je préfère ça, je préfère aller directement en librairie que d'acheter personnellement chez Amazon. Et si en plus je peux sympathiser avec les vendeurs pour parler de mes passions, ben voilà, quoi de mieux de plus. Alors on va parler vite fait des 3 romans que j'ai achetés, parce qu'il y en a que 3 et tout, et je vais aussi vous parler des magazines que j'ai achetés sur la culture japonaise et sur le cinéma asiatique en règle générale. Alors on commence par l'histoire du Japon et des Japonais, tomes 1 et 2, voilà. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, même si je trouve ça un petit peu léger, comme vous pouvez le constater, donc c'est en 2 tomes. Alors la première partie c'est jusqu'à 1945, donc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ensuite l'après-guerre, avec justement donc la restauration du pays, et sa grande croissance économique, et sa perte justement de puissance économique, et le monde moderne. Alors l'histoire est encore plus léger que la seconde partie, mais derrière je pense que c'est peut-être un résumé sommaire avec on va dire beaucoup de termes techniques qui vont être intéressants à suivre et qui m'apprendront peut-être un petit peu plus pour mon documentaire sur le Japon, en tout cas je l'espère. Ensuite donc un Yakuza chez les psys. Alors, voilà, de Hideo Okuda, qui est donc une série de romans. Alors c'est le tome 2, je savais pas, mais bon, c'est des mini-histoires. Vous verrez que ça a une ambiance très très manga, hein, justement, si vous lisez le résumé. Alors, un yakuza phobique des armes, un trapéziste maladroit et une romancière allergique à son œuvre font appel au docteur Ibabu, qui a une secrétaire perverse, et qui est lui un véritable phénomène, puisque intéressé par les piqûres et à torturer ses patients plutôt que les soigner. Donc c'est de l'humour à la japonaise, très manga et tout ça, et donc ça m'intéressait énormément, sachant que vous pouvez acheter directement le tome 2 en fait, ou même le tome 1 aussi, puisqu'il est recommandé, parce que ce sont des mini-histoires courtes à chaque fois, c'est un patient, une histoire. Donc voilà, c'est vraiment dans ce style-là. En plus, le docteur Irabu, et c'est là où vous avez pensé très manga et tout ça, c'est qu'il veut à tout prix soigner son patient, donc il va se mêler de leur vie privée, essayer d'aller jusqu'au bout de leur délire. Et donc c'est ça qui m'intéressait énormément et qui me plaît dans cette lecture. Alors je vais parler ensuite de Ciné Kung Fu, que j'ai acheté en kiosque, hein, donc c'est disponible en kiosque. Moi je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Cours de Vent, hélas, parce que je l'ai pas trouvé en kiosque, dans mes kiosques à moi, qui parle de cinéma d'action en règle générale, hein, pas que ciné kung fu, donc il y a même un papier sur Jason Bourne par exemple, pour vous donner une idée, ou sur Spartacus et l'histoire du péplum. Bien entendu, donc il y a aussi une grande partie cinéma asiatique, hein, vous voyez à la couverture avec Bruce Lee. Donc voilà, personnellement j'ai commencé à le lire, je trouve ça un petit peu sommaire pour l'instant et tout, bon après ça reste très plaisant à la lecture et on apprend certaines choses, sachant que je ne connais pas tout l'histoire et tout. J'ai par exemple, moi qui est un grand fan de cinéma de Kung Fu, jamais vu la 36e chambre de Shaolin, et il y a ce papier-là. De ce que j'ai compris, pour le numéro 2, ils vont même faire 8 pages entières sur Bud Spencer et tout, et pour ça je leur remercie parce que ce sont des artistes avec lesquels j'ai grandi, que j'ai beaucoup apprécié, Bud Spencer et Terence Hill entre autres, et qui me font plaisir à revoir et à redécouvrir et à apprendre d'eux.
Et ce genre de magazines-là vont justement donc être plus spécialisés dans le cinéma que j'aime, un petit peu bis, qui est passé un petit peu secondaire maintenant, le film de bonhomme, j'ai envie de dire, et qui vont me plaire. Ensuite, gros coup de cœur. Alors j'en ai parlé déjà sur mon Facebook, sur mon Twitter et tout ça, de Otomo, qui est un magazine. Alors lui, il est beaucoup plus épais, il fait 200 pages et tout. Comme vous pouvez le constater, en fait, la pagination est véritablement faite, en fait, comme dans les magazines du Weekly Shonen Jump des années 80. D'ailleurs, il y a bien marqué que ça date de juin 1986. Donc voilà, ils font des références et tout. La couverture aussi est très justement à l'ancienne. Même pareil pour le papier qui est un petit peu recyclé, tout ça. Et ça parle du Japon en règle générale. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on peut très bien avoir un article sur Takeshi Castle et Takeshi Kitano, que sur Mario Kart, que sur Ninja Scroll, que sur Kinji Fukasaku ou les Yakuza, ou alors Ultraman et Spectroman, et même Monsieur Muscleman. Putain, mais un magazine qui fait un article sur Monsieur Muscleman en 2016, la série qui a été annulée parce qu'il y avait une croix gammée, alors que bon, en vrai, c'était un signe shintoïste. Bah voilà, ou même une interview sur les Matsumoto d'Albator. Donc, en gros, sachant que on va dire ça pompe véritablement aussi dans ma nostalgie, et ou même ça parle de Otomo, hein, bien entendu, hein, un magazine qui s'appelle Otomo et qui parle pas d'Otomo, je serais choqué. Ou même de Gojira, voilà, ça parle des Keiju, ça parle de tout. Et en général, ça parle véritablement en fait l'ensemble de la culture pop japonaise et on va dire de toute époque. Là par exemple ils font même un article sur le après Ghibli, après le Miyazaki, qu'est-ce qui va pouvoir être donné, quels sont ses véritables successeurs. Alors je suis pas fan de Ghibli, de Miyazaki, mais ça reste intéressant de savoir qui c'est qui va pouvoir donc honorer et retranscrire l'animation japonaise dans le monde entier. Et là, donc les papiers sont beaucoup plus longs, beaucoup plus travaillés, et en plus avec des petites anecdotes personnelles et même des interviews. Otomo a acheté illigo. Voilà, j'ai parlé donc de ce que j'ai acheté en dehors des mangas et des comics. On va enfin pouvoir parler des mangas que j'ai achetés. Alors, on va commencer par ceux que j'ai pas encore terminé de lire. Alors c'est Assassination Classroom, manuel d'anglais. Alors bon, j'ai pas grand chose à apprendre de l'anglais et tout. Enfin, je suis pas totalement bilingue non plus, mais et j'ai beaucoup de vocabulaire qui me manque. Mais de ce que j'ai compris, ce manuel de vocabulaire, c'est vraiment plus pour les débutants que pour les personnes intermédiaires comme moi. Voilà. Pour vous donner une idée, donc bon, bah, comme vous pouvez le constater, je l'ai toujours pas enlevé. Donc je l'ai toujours pas lu, donc je peux pas donner mon avis. Dragon Ball, le quiz officiel avec plus de 500 questions. Alors faites gaffe, hein, même la couverture contient les questions. Donc, et à la fin en plus vous avez un tableau de résultats. Alors sachez que le résultat le plus faible fait que vous êtes Krillin. Il y avait Yamcha sinon en premier que vous auriez pu mettre. Mais bon voilà, c'est Yamcha, le plus fort des terriens. Bon. Et ils disent qu'on n'a pas à rougir de nos résultats. Les aléas du direct, donc ma carte mémoire était carrément remplie, j'ai oublié de vider un petit peu les deux, plus que j'ai 2 cartes mémoire et tout, mais bon, j'ai enchaîné un petit peu les tournages de court-métrage, bon ça c'est un petit peu hors sujet, donc on va reparler du quiz officiel de Dragon Ball. Alors attention de faire gaffe, parce que même la couverture contient des questions, même les deux couvertures à l'intérieur sont compris dans le tas, vous avez un poster, il y a aussi des questions, oui, voilà, donc il faut faire attention si vous voulez avoir le meilleur score. Alors il y a des questions faciles, bien entendu, il y a même des petits jeux du style quelles sont les 7 différences entre ces deux images, vous avez donc plusieurs petites rappels d'histoire et tout, ça va crescendo, je pense, enfin bon, j'ai vu des questions un petit peu plus difficiles à la fin et d'autres un petit peu moins, en fait en gros de toute façon c'est bien proportionné en fait, un nombre de... une question difficile va rapporter plus de points, donc le zénith, si je m'en souviens bien, c'est le terme, donc c'est la monnaie dans Dragon Ball Z, pour vous donner une idée. Donc à la fin, vous calculez vos scores et vous regardez donc à quel niveau vous vous situez dans les fans. Alors je m'amuserai à faire ça le plus possible et le plus sérieusement possible. On verra bien.
C'est le plus dur que j'ai du mal, moi, que ce soit dans tous les mangas ou même dans la vie réelle et tout, c'est retenir les noms. Ça, j'ai une véritable daube. Alors si on va me dire, oui, quel est le nom du personnage qui propose de faire dans la ville de Bulma un tournoi de 1000 yens si tu 10 000 yens si tu le bats et tout ça. Bon bah ça je m'en souviendrai pas. Je vais pas me le cacher. Je suis pas le quoi c'est tout qui connaît tout par cœur, mais on va dire je connais l'essentiel. My Hero Academia, donc que j'adore toujours, tome 4, lui aussi toujours dans son bon délire, j'ai l'impression de faire un dessin animé tellement que c'est bien animé. C'est pareil un petit peu pour Soma qui est vachement bien dessiné, que je vais en parler tout à l'heure puisque j'ai acheté un nouveau tome. Donc juste en dessous, voilà, ces deux mangas là, pour moi, ça c'est la succession du Shonen Wiki Jump. Un petit peu moins pour EQ et tout ça, mais pour moi, ces deux séries phares, c'est ceux qui méritent d'être dans le top 3 avec One Piece qui cartonne toujours autant parce que bah, justement ils ont une certaine énergie, une certaine rigueur et l'histoire, même si est un petit peu plus classique pour Food Wars, et My Hero Academia rentre dans un schéma là d'un tournoi avec des gars qui se battent entre eux, donc ça reste un petit peu classique, mais un petit côté plus énergique et plus stratège que j'apprécie. Donc deux mangas qui sont la succession du Shonen Wiki Jump, Food Wars donc tome 12 et My Hero Academia tome 4. Voilà, comme ça j'ai présenté deux mangas en même temps. On va essayer de faire un petit peu vite pour pas faire durer trop longtemps la vidéo. J'ai décidé, comme vous pouvez le constater, de le faire sur le canapé. Pourquoi? Bah c'est très simple, parce que la dernière fois, à chaque fois que vous me voyez en train de faire ça, hein, bah là maintenant j'ai plus besoin parce que j'ai la table en dessous qui me range tous mes mangas. Un autre manga du Shonen Wiki Jump que j'adore énormément, bon, qui n'est pas le successeur des grosses nouveautés tout ça, parce que Toriko, bah, le type premier étant c'est qui cartonne pas au Japon, et donc au Japon il est en train d'accélérer le récit d'une manière assez parfois épouvantable pour terminer le manga, parce que hélas il est de moins en moins connu et tout ça, et c'est dommage parce que Toriko avait vraiment beaucoup de comment dire, il aurait pu être, il est un excellent manga, mais voilà, il aurait pu avoir aussi un succès d'estime que je regrette énormément. En plus, il fait beaucoup participer ses lecteurs avec les dessins de monstres qu'il reproduit dans le manga, et il en reproduit énormément. Donc ça joue vraiment véritablement avec les lecteurs. Je pense que c'est un manga qui aurait cartonné dans les années 80-90 à cause de son graphisme peut-être un petit peu trop vieillot, pardon, et tout en muscles, un petit peu à l'ancienne. Bon, bah tant pis, mais en tout cas ça reste excellent, et là on atteint enfin donc la partie finale, c'est-à-dire le monde gourmet, où là nos héros vont affronter les 7 monstres célestes, et voilà, et ensuite ils vont essayer de récupérer God, enfin, qui fait partie des 7 monstres célestes. Silboron, alors, j'ai trouvé la fin magnifique, dans le sens où c'est la première fois que le méchant donc est complètement dépassé, mais qu'en plus il propose, je dirais pas un chantage, mais une véritable alliance avec le héros, et qui n'est pas juste dédié à dire oui, rejoins le mal juste pour rejoindre le mal. Non, là c'est rejoins-moi, comme ça je sauverai ton ami. Et je trouve ça très intéressant, ça ajoute un petit peu plus d'humanité au personnage d'Araki, tout ça, qui font que l'œuvre est vraiment très très belle. En plus, on peut le constater, alors le tome 22, je crois que ça s'arrête au tome 24, si je dis pas de bêtises, ou 23, donc on approche de la fin, ça y est. Silboron, c'est bientôt fini, et donc on va pouvoir enchaîner sur Jojo Lion. Prisonnier Rikyū, donc lui aussi, on entame un nouveau chapitre, puisque là on voit de plus en plus les agissements du méchant principal, qui est juste derrière couverture, et on va bientôt entamer la phase d'évasion. Donc à voir comment ça va donner, mais de plus en plus je trouve la situation un petit peu désespérée. Mais bon, bah c'est justement la force du manga, c'est que les situations désespérées, on se retrouve carrément avec des retournements de situation vraiment pas banals et vachement fun. Dilemma, que j'adore toujours autant, que j'avais fait même un manga méconnu, donc vous savez ce que ça vaut. Tome 6, on retrouve encore de nouveau
parce qu'on avait un petit peu abandonné cette idée d'humanité d'utiliser les hommes comme des objets meurtriers et donc maintenant il faut aimer la vie et la respecter. Ben, on le retrouve un petit peu dans la dernière partie du tome 6, donc justement c'est assez plaisant, qui revient un petit peu à ses origines, toujours par contre avec ces délires un petit peu jojoesques, que j'ai envie de le dire. Listen of the Evil, là aussi, on atteint le chapitre final avec bah, la grosse tuerie qui fait que j'avais voulu voir ça en manga après avoir vu le film justement. Donc ça s'enchaîne super vite et c'est super bien rythmé et on voit que chacun a des intérêts qu'ils font de leur côté et qu'ils modifient et tout le monde utilise tout le monde. Donc c'est assez fabuleux de voir justement ce délire de jeu humain avec chacun qui utilise tout le monde comme ses pions. Ensuite, Assassination Classroom, là aussi, donc, je peux pas dire que c'est aussi la révolution du Japon et tout ça, puisque c'est déjà fini au Japon. Ah oui, c'est ça le problème. Moi, sinon, si ça aurait continué, j'aurais dit avec Food Wars et My Hero Academia que c'est les successeurs des plus grands succès du Jump. Ça a très très bien cartonné, ça a très bien fonctionné, sauf que l'auteur lui donc avait déjà un plan de bataille pour sa série. Alors nous on n'est pas encore là, je crois que c'est au tome 17 ou 18 que ça se finit, donc on a encore 5 tomes avant de profiter et on a enfin une grande fin d'arc qui vient de se finir avec ce tome et voilà. Donc ça reste toujours passionnant et toujours fun. Sakamoto, tome 4. Alors là, ça y est, c'est terminé. C'est le dernier tome, hélas, parce que c'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est Komiku Edition. Franchement, et pareil pour Dilemma. Donc c'est deux gros coups de cœur. Et si vous remarquez bien, même le chef de Nobunaga, c'est de Komiku Edition. Il y a beaucoup d'œuvres de Komiku Edition, Inspector Kochi aussi. Parce que c'est énorme. Komiku Edition, ont d'excellentes idées de titres à publier. Et Sakamoto, c'est un gros coup de cœur parce que si vous voulez vous fendre la poire avec un personnage qui est parfait et qui sans faire esprit est victime de la jalousie des uns et des autres et donc qui vont essayer de lui pourrir la vie et de démystifier le personnage, c'est tellement drôle et absurde que qu'on rit de bon cœur et il y a un petit côté touchant à la fin avec justement cette naïveté, cette beauté des gens qui réussiront en restant soi-même et que je trouve ça magnifique. Sincèrement, c'est 4 tomes que je recommande énormément parce que c'était du pur bonheur en barre. Il n'y a pas un seul chapitre qui fait tâche. Franchement, c'est une œuvre super. Ensuite, alors la série Inuyashiki, ça perdure un petit peu. Ça fait beaucoup penser à du Gantz maintenant. Donc j'ai peur de ce que ça va devenir. Je vois beaucoup de références à Tushan et ces gens qui sont des haters, qui aiment bien vanner les gens et tout ça, qui se font tuer. Et j'ai vraiment l'impression que l'auteur en fait se venge de toutes les mauvaises critiques qu'il a eues pour Gantz. Puisque il a l'air de s'y connaître en technologie. Donc, j'ai l'impression que c'est sa réponse au lecteur de Gantz. C'est assez marrant, tout en faisant du Gantz. Donc ça reste sympathique à lire parce que pour l'instant le scénario c'est pas complètement foiré dans des directions un petit peu douteuses. Mais c'est peut-être inquiétant pour le plus tard parce que tu te dis où va aller l'auteur avec ça. Enfin bon, voilà. Et enfin, donc, Inomaru Sumo. Alors, j'ai pas envie de dire que lui, c'est... alors que ça continue et que ça reste un petit succès sympathique. Inomaru Sumo, c'est pas la révolution du Shonen Jump et tout ça, mais ça reste un titre assez plaisant qui utilise bien les codes du shonen sportif et que je trouve bien assez explicatif. Donc personnellement, j'y connaissais pas grand chose au sumo et j'apprends beaucoup de choses avec ce titre, donc ça reste très très fun à lire. Et de nouveaux personnages donc vont venir et permettre justement, parce que le premier tome
je l'avais trouvé un petit peu léger. Le deuxième tome apporte beaucoup plus de personnages, de rivalité et tout ça, qui font que la série va devenir un petit peu plus intéressante et beaucoup plus copieuse en termes de relations entre les personnages. Voilà, donc on va passer maintenant aux comics. Alors, parce que les comics, il y en a aussi beaucoup. Alors, bon, je vais faire simple pour les kiosques. En fait, en gros, il y a donc du Superman, du Batman et du Justice League Univers. Alors, il y en a... J'en ai acheté 6 et il m'en manque encore un. Alors, il y a le Batman Universe HS, donc spécial Harley Quinn pour Suicide Squad. Vous savez un petit peu plus ou moins, à force que je me répète, mon avis sur toutes les séries. Même si j'ai pas tout lu là encore, et donc ça peut changer, hein, si ça se trouve. Mais ça reste dans la continuité des arcs un petit peu inscrits depuis le début des magazines Universe. Donc avant c'était Saga. Mais après je trouve ça beaucoup plus logique qu'avant et beaucoup plus sympathique. Après bon il y a du bon et du moins bon à travers ces kiosques. Chacun doit se faire son avis. Injustice. Alors tome 6, donc année 3, deuxième partie. En gros, c'est un gros coup de cœur parce que tout simplement, chaque tome d'injustice, en fait, étant donné que ça se passe dans un univers parallèle avec beaucoup de morts et tout ça, c'est one against, c'est l'auteur il fait ce qu'il veut des personnages et on le ressent énormément, c'est qu'il crée véritablement des situations complètement rocambolesques et de malades et avec des graves cliffhangers, des situations vraiment fortes et ça repositionne justement la question de la justice, de ce qu'est la place des super-héros et des super-vilains dans un monde humain. Moi j'adore. C'est franchement Injustice, c'est de l'or en barre. Peut-être un petit peu moins la deuxième année, j'avais un petit peu moins aimé parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu doublon de l'année 1. Et là le tome 3 justement, donc pour moi est assez original et fun. Alors, Suicide Squad, New 52. Alors j'ai pas commencé à lire. Mais bon, contrairement aux gens qui disent ouais, Suicide Squad, ils respectent pas les personnages. J'ai envie de dire ta gueule, t'as jamais lu un comics de Suicide Squad. Moi, je vais essayer de lire, en tout cas, pour voir les News 52 et pour voir si ça correspond. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'animé, hein, Asylum Arkham, qui lui aussi, respecte plus ou moins les personnages et qui ressemble un petit peu à ceux du film. Ils ont juste changé 2-3 petits trucs, mais bon, si vous remarquez bien, dans les comics, vous avez une Harley Quinn par titre, donc elle change tout le temps et c'est pareil pour tous les autres personnages. Alors on a le droit bien entendu aussi d'adapter dans les comics et de pas être 100% totalement sur le même style de personnage tout le temps. De toute façon, si vous remarquez bien, même les comics déjà donc changent tout le temps les personnages. Ensuite, Superman Terre 1, tome 2, il sera fait putain d'attendre, parce que franchement, je crois que c'était il y a 4 ans que j'ai acheté le tome 1. J'ai oublié plus ou moins cette série, hein. Mais bon, ça reste fun, là aussi, en fait, donc ce qui est sympathique, c'est de revoir les origines, mais en faisant un petit peu ce qu'il veut, puisque là aussi, donc, ça se passe dans un univers parallèle, donc il peut se permettre de changer certaines histoires, certaines intentions, et d'aller directement à l'essentiel, parce que l'intérêt, c'est pas de revoir énième fois la planète Krypton se faire exploser et lui essayer de s'adapter, non, c'est de voir peut-être un Superman plus violent, même s'il reste quand même dans sa ligne de conduite. Donc pour moi ça reste plaisant à lire et c'est une bonne lecture que je recommande. Et enfin, alors, Crisis on Infinite Earth. Sachez que donc il y a eu plusieurs périodes chez DC Comics, donc il y a eu la période d'or, la Golden Age, qui raconte tous les débuts de Superman jusqu'à je sais plus. Après il y a eu je crois c'est dans les années 60 et tout ça où il y a eu le code d'interdiction de mettre de la violence ou des trucs choquants dans les comics. Je sais plus si c'est les années 60-70 où là tu as eu le Silver Age et, qui racontait des histoires peut-être un petit peu moins profondes et ensuite t'as la période moderne ou les News 52 ensuite si tu veux vraiment ajouter une nouvelle période, mais pour moi c'est la période moderne qui a commencé avec ça.
Donc Crisis on Infinite Earth en 1985, si je dis pas de bêtises. Bon. Il n'y a pas les années, c'est toujours fun. Alors j'essaie d'avoir l'année. Pourquoi tu m'indiques pas l'année? Ah bah oui, donc 85 à 86. Bon, comme quoi des fois j'arrive à retenir des trucs. C'est magnifique. Et donc ça, bah, on avait le multiverse qui a été plus ou moins donc imposé avec pas mal d'histoires et de récits qu'on peut voir d'ailleurs dans Crisis Companion. Donc ils ont été très intelligents, Urban, ils ont diffusé Crisis Companion pour bien expliquer le multiverse de DC Comics à travers plusieurs histoires. Et ben là, Crisis on Infinite Earth, c'est l'anti-moniteur qui décide de détruire le multiverse et de détruire tous les mondes. Et voilà, et donc tous les personnages se rejoignent, il y aura des milliards de morts à travers ce récit, et qui est assez copieux, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc c'est pour expliquer. Alors, le Silver Age et le Golden Age, à chaque fois que je lis, j'ai vraiment du mal. C'est les graphismes, les scénarios qui sont un petit peu répétitifs et douteux, et trop simplistes pour moi. Donc franchement, c'est bien sympathique pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre d'essayer de collectionner ce genre de récits qui sont importants pour l'histoire des personnages, certes, mais qui sont pas non plus indispensables. On a juste à lire un petit résumé à la place. Parce que c'est pas très intéressant à lire, ou c'est souvent très moche. Bah, à Crisis on Infinite Earth, c'est la dernière chance que je donne à ce style graphisme. Si je trouve ça dégueulasse, encore une fois, et que j'ai du mal à le lire tout le long, parce que j'ai lu Crisis Companion, et j'ai eu du mal à finir, bah voilà, j'arrêterai d'acheter du Silver Age ou du Golden Age pour m'intéresser uniquement donc aux comics avec des graphismes actuels, donc plutôt même 90-2000. Voilà, tout simplement parce que bah, je trouve ça trop simpliste. Mais là, ça a l'air tellement copieux, et surtout, il y a beaucoup de retournements de situation que je pense que le récit est vachement intéressant. Donc, on verra bien. Dernière chance que je donne à cette période. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé, que vous aurez eu des petites idées justement d'achat et de comics et de manga. Moi, je vous dis bonne lecture et à une prochaine.